Ok, bonjour. Donc, on continue sur ces capsules vidéo de rappel de stats ou de compléments. Il y a peut-être des éléments ici qui n'ont pas forcément été abordés dans le cours de Stat 1000, mais que dont j'aurais un petit peu besoin, par exemple, pour avoir un petit peu d'identifiabilité de modèle. Donc, ça, moi, j'en aurais besoin par la suite. Donc, je vais les redéfinir un petit peu tranquillement ici dans cette capsule. Et après avoir vu le maximum de vraisemblance, qui est une technique d'inférence particulièrement populaire et qu'on utilisera constamment pour construire des modèles, pour faire de l'inférence, et aussi pour faire des tests, puisqu'on commence à voir l'idée qu'on va pouvoir faire des tests basés sur ces histoires de vraisemblance. Donc ça sera dans la prochaine capsule. Là, on va plutôt réfléchir sur qu'est-ce que c'est que ces histoires d'estimation, et quels sont les problèmes qu'on peut avoir et quelles sont les différentes propriétés un peu générales sur les méthodes d'estimation. Ok, je bascule sur mes slides. Euh, donc, j'appelle ça rappel. Enfin, là, on va commencer à arriver dans des choses qui sont plus forcément des rappels, mais je mettrais plutôt dans la catégorie de compléments. Le premier point, c'est l'histoire de l'identifiabilité. Donc, identifiabilité, c'est un concept très très simple, mais qui sera parfois un petit peu mis en difficulté dans certains cas. Et on le verra ça très rapidement. Donc, l'histoire de l'identifiabilité, c'est quoi? C'est que quand vous avez une famille paramétrique, donc une famille paramétrique, ça veut dire quoi? Vous avez dire que vous avez, donc on est sur des familles de lois, hein. Vous avez des lois euh, qui sont paramétrées par un paramètre θ. Et ce que vous voulez, c'est que le modèle soit identifiable au sens où à un paramètre existe une loi, et réciproquement. Une loi est associée à un seul paramètre. Voilà. Ça paraît un petit peu trivial comme énoncé, mais on verra que c'est très facile de construire des modèles non identifiables. Et qui dit non identifiable veut dire que je ne sais pas comment l'estimer, parce que si jamais je suis persuadé que c'est une certaine distribution qui est la distribution sous-jacente de mes observations, comme je n'ai pas l'unicité du paramètre associé, je ne sais pas lequel renvoyer. Et numériquement, quand vous faites un algorithme qui doit optimiser la valeur du paramètre, si jamais il n'y a pas unicité, c'est quasiment impossible qu'ils convergent. D'accord? À moins que les deux soient très séparés, dans ces cas-là, il va converger, mais même là, il y a une chance sur deux pour qu'ils convergent vers l'un ou qu'ils convergent vers l'autre. À supposer qu'il y en ait deux, hein, mais il pourrait y en avoir en fait une infinité. Donc, l'identifiabilité, c'est juste de dire, c'est une famille de paramétriques de distribution est identifiable si jamais j'ai une correspondance unique entre un paramètre et une distribution. Okay, donc, je vous remonte par exemple ici que la famille gaussienne, donc qui a deux jeux de paramètres, okay, le mu et le sigma carré, est une famille identifiable. Donc, je vais vous laisser regarder tranquillement la distribution, mais pour démontrer qu'une famille est identifiable, c'est facile. Je vais prendre deux familles avec deux paramètres, d'accord? Donc, pardon, pas deux familles, de distribution dans cette même famille gaussienne avec deux paramètres, θ1, θ2. Donc, comme je suis sur un problème bivarié, θ1, ça va être associé à mu1 sigma carré, θ2, c'est mu2 sigma carré, et je me demande ce que ça veut dire le fait que les deux distributions sont égales pour tout x. Okay, donc, vous pourrez aller voir si jamais vous avez effectivement cette hypothèse que les distributions sont égales. Alors, ce que ça voudra dire, c'est que vous avez égalité entre ces deux objets-là. Okay, et ça, ça peut se traduire sous la forme d'un polynôme. Alors là, je vous renvoie à un cours d'algèbre linéaire qui vous dit que un polynôme est nul si et seulement si ses coefficients sont nuls. Okay, donc, vous avez un polynôme en x. D'accord, donc ici, j'en x2 en x et ma constante. Okay, donc, ce que ça veut dire, c'est que ce paramètre-là est forcément égal à 0, mais ça, c'est possible si et seulement si les deux variances sont identiques. Okay, et si les deux variances sont identiques, ce terme-là devant être égal à 0, ça veut dire que mu1 est égal à mu2. Okay, donc, forcément, si jamais vous avez deux lois normales qui sont identiques, okay, dans ces cas-là, vous avez unicité de la manière dont ça va s'écrire. Alors, sur la plupart des familles paramétriques que vous connaissez, les familles sont identifiables, donc c'est pour ça qu'elles sont aussi abondamment utilisées en statistique. Hein, c'est juste un biais de survie, c'est juste qu'on les utilise parce qu'elles ont ces propriétés-là. Donc, elles sont effectivement identifiables. La non-identifiabilité va arriver très vite dès qu'on commence à avoir des mélanges. Donc, un mélange, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma population, en fait, il n'y a pas juste une belle distribution gaussienne ou une belle distribution exponentielle, ou ce que vous voulez, mais éventuellement, j'ai deux sous-groupes qui ont des distributions qui sont un petit peu différentes. Donc, c'est une notion d'hétérogénéité. Et là, on est dans le cœur de ce que nous, on va avoir dans des modèles. C'est que quand on est dans des modèles, des modèles linéaires, on va avoir fondamentalement des données qui sont hétérogènes. Donc, je vais avoir des groupes qui sont différents
Si je repense au prix des maisons, le prix des maisons dans un quartier, il n'est pas le même que dans l'autre. Le prix des maisons grandes, ce n'est pas le même prix que les maisons petites. Euh, Toutes ces choses-là, d'accord. Donc, on est vraiment sur des modèles. Alors, je ferai la distinction entre la notion de mélange et la notion de loi conditionnelle. Ok. Euh, la notion je reviendrai là-dessus dans un exemple. Le mélange, ça veut dire que je ne sais pas quelle est la variable qui permet de créer les deux groupes. Je sais juste qu'il y a deux groupes, mais je ne peux pas identifier si quelqu'un est dans un groupe ou si quelqu'un est dans l'autre. Okay. Donc, par exemple, ici, c'est un exemple assez simple. Donc, j'ai deux distributions qui sont des distributions exponentielles. Okay. Donc, je suppose que la densité de ma distribution, c'est un mélange de deux exponentielles, une loi exponentielle de moyenne 1 sur mu et une loi exponentielle de paramètres 1 sur lambda. Et je suppose que j'ai une proportion de variables qui viennent de cette loi exponentielle de paramètres lambda qui est P, et l'autre, c'est 1 moins P. D'accord. Donc, c'est la seule hypothèse que je fais, c'est que mon groupe, ma population se sépare en deux, respectivement de taille, enfin de proportion P1 moins P. Okay. Dans le premier cas, j'ai une loi de paramètre lambda, c'est-à-dire d'espérance 1 sur lambda, et dans l'autre cas, j'ai une loi de paramètre mu, d'espérance 1 sur mu. Okay. Mais je ne connais pas mes groupes, je ne peux pas les identifier. Donc, pensez à les lois exponentielles, ça sert pour des durées. Okay. Donc, supposons que je m'intéresse à des durées de vie d'ampoule ou de composants électroniques. Okay. Je me demande combien de temps va durer l'ampoule qui m'éclaire ici. Je suppose que dans le magasin que j'ai acheté, ils avaient deux fournisseurs pour leurs ampoules, mais je n'ai pas la moindre idée de quelle boîte j'ai prise quand j'ai pris mon ampoule. Okay. Donc, il y en a qui vont durer 10 ans et d'autres qui vont durer 20 ans en moyenne. Et je ne sais pas quelle est la durée de vie. Dans ces cas, si j'essaie de modéliser la durée de vie des ampoules, quand je les prends au hasard, je vais récupérer ce mélange de deux exponentielles. Okay. Ben, les mélanges ne sont pas identifiables. Pourquoi? Parce que cette loi-là, ben, je peux la récupérer tout simplement en permutant mes deux groupes. C'est-à-dire que la loi qui est ici, qui est une loi de paramètres P lambda mu, elle est rigoureusement équivalente à la loi dans laquelle j'intervertis mes deux groupes. Donc mon P devient 1 moins P, le lambda devient mu et le mu devient lambda. Okay. Donc les mélanges sont par nature non identifiables. Okay. Donc c'est possible d'avoir deux distributions avec les mêmes paramètres, mais qui n'ont pas avec la même distribution, mais qui n'ont pas les mêmes paramètres. Et ça, la non-unicité, c'est un problème énorme. Et j'insiste parce que c'est un problème théorique, mais c'est aussi un problème pratique, parce que quand on fera des méthodes numériques pour estimer nos coefficients, si jamais je n'ai pas l'unicité, l'algorithme ne peut pas choisir pour nous. Okay. Donc on le verra dès le début quand on fera des régressions linéaires, cette hypothèse elle va réapparaître. Okay. Je peux vous dire où, c'est quand on fera de la régression sur des facteurs. Okay. Quand on essaiera de régresser sur des facteurs, on va avoir un souci parce qu'il y aura un paramètre en trop. En fait. D'accord. Donc il va falloir faire un choix. Le modèle est ce qu'on appelle surparamétré. Okay. Et donc, si jamais vous êtes surparamétré, ça veut dire que vous avez des jeux de paramètres qui vous donnent exactement les mêmes modèles, tout comme ici, je peux avoir des jeux de paramètres qui vous donnent exactement les mêmes distributions. Okay. Donc, comment est-ce que ça se résout, ce problème-là? En rajoutant des contraintes. Donc, par exemple, je peux dire que P, le groupe associé à la probabilité P, c'est le gros groupe. Okay. Ou alors, je suppose que le premier groupe, c'est celui qui est de moyenne la plus faible. Donc, le lambda sera plus grand que le mu. Okay. Donc, il faut que je rajoute une contrainte. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue mathématique? Ça veut dire que mon estimation, qui se faisait habituellement par maximum de vraisemblance, donc je maximisais une fonction de vraisemblance, donc ce n'était pas un min, c'est un max, désolé, je vais rajouter une contrainte, donc c'est ce qu'on va appeler de l'optimisation sous contrainte. Et les contraintes vont souvent s'écrire, en tout cas c'est ce qu'on aime en optimisation sous contrainte, sous une forme linéaire. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Okay, quand je vous dis que P est plus grand que 1 moins P ou que lambda est plus grand que mu, c'est vraiment une inégalité linéaire. Okay. Donc, je peux traduire ça sous la forme d'une matrice. Okay. Donc, mon problème, par exemple, ici, de mélange de lois exponentielles, ma densité, elle est là. D'accord. Donc, c'est ce mélange P, densité d'une loi exponentielle de paramètre lambda, plus 1 moins P, densité d'une loi exponentielle de paramètre mu, okay, sous une contrainte, la contrainte étant que je demande à ce que. Alors, je prends la contrainte sur la taille sur la durée moyenne dans chacun des groupes. Donc, je veux que le premier groupe soit celui qui soit celui d'espérance la plus faible. Okay. Donc, je veux avoir lambda plus grand que mu. J'ai d'autres hypothèses qui sont que mu doit être positif et que P appartienne à 0,1. D'accord. Je mets toutes mes contraintes ici. Et ça s'estime comment? C'est tout simple. On a une fonction qui est constraint optimization. Okay. Donc, je continue à utiliser ma log vraisemblance. Okay. Donc, ma log vraisemblance, encore une fois, elle s'écrit tout simplement. Alors, je mets toujours l'opposé de la log vraisemblance juste pour le problème que les algorithmes classiques d'optimisation cherchent un minimum et nous, on est sur un problème de maximum. Okay.
Donc, j'ai moins la somme des logs de mes densités, donc vérifier, j'ai bien du P, distribution de ma loi exponentielle de paramètres, le second paramètre, 1 moins P, la densité de la loi exponentielle de l'autre paramètre mu. Okay, donc, pour un paramètre mu, j'ai le P lambda et mu, pour un paramètre θ, pardon. Donc, j'ai écrit ma densité ici, que je vais chercher à optimiser, et je vais rajouter la contrainte. Donc, la contrainte va s'écrire avec la forme que j'avais évoquée tantôt, la matrice A et le vecteur B. D'accord? Donc, ici, j'ai ma matrice A, et ici, j'ai mon vecteur B. D'accord? Donc, j'ai juste besoin de rentrer ma matrice. Donc, ma matrice, elle est ici. C'est une matrice 4, 3. Okay, essentiellement parce que j'ai 4 contraintes. Il faut que P soit positif, il faut que P soit plus petit que 1, il faut que mu soit positif, que lambda soit plus grand que mu. Okay, et mon paramètre B est aussi de dimension 4. Okay, donc, c'est bien mes 4 contraintes. Et la colonne 3, c'est parce que j'ai 3 paramètres. Okay, donc, ça se résout tout simplement avec cette méthode-là. Je vais vous le montrer sur un cas particulier. Alors, on va oublier la loi exponentielle. Je vais revenir sur le cas de la loi gaussienne. J'ai ici des informations qui sont la taille des étudiants. Donc, j'ai un groupe avec, je ne sais plus, genre 200 individus. Okay, c'est tiré du livre de John Fox. J'ai cette distribution avec la taille des élèves. Donc, X, c'est la distribution de la taille des élèves. Je vous ai fait un histogramme à droite. Okay, donc, j'ai demandé de me représenter un histogramme. Proba égale true. Je reviendrai juste après là-dessus, dans une capsule sur l'estimation de distribution, donc de densité de fonction de répartition. C'est juste pour pouvoir après me visualiser aussi avec des densités. Okay. Je vous renvoie à la prochaine capsule. Donc, je vais estimer une loi gaussienne. D'accord? Donc, dans le cas de la loi gaussienne, le maximum de vraisemblance, on connaît, c'est assez facile. Okay, c'est juste que le maximum de vraisemblance, l'estimateur du maximum de vraisemblance du paramètre mu, c'est la moyenne de mes observations. Et l'estimateur du maximum de vraisemblance de sigma carré, c'est la variance empirique. Okay, mais bon, peu importe, j'ai des algorithmes pour faire de l'estimation de densité par maximum de vraisemblance. C'est la fonction fit-dist, d'accord, qui doit être dans le package masse. Okay, donc, je lui demande de m'estimer sur mes données X une loi normale. Voilà. Donc, il me renvoie ma moyenne et il me renvoie mon écart type. Donc, je vous rappelle la taille ici exprimée en centimètres. Okay, donc, la moyenne de la taille de mes élèves est de l'ordre de 1,70 m. Okay, donc, je vous représente la densité. Donc, je calcule la densité de cette loi normale et je la représente ici. Okay, donc, c'est la courbe en rouge. Donc, la courbe en rouge représente l'estimation qu'on aurait si jamais je supposais que la taille de mes élèves était une loi gaussienne. Okay. Alors, j'ai représenté aussi autre chose, c'est ce qu'on appelle un estimateur à noyau. Encore une fois, je le présenterai quand je vous parlerai de l'estimation de densité dans la capsule juste après. C'est pas exactement. Donc, c'est la courbe en pointillé qui se trouve derrière. Donc, cette courbe nous dit que, et c'est aussi ce qu'on retrouve sur l'histogramme, c'est que la distribution, en fait, elle est la vraie distribution sous-jacente, en fait, elle est peut-être un petit peu décalée. Il semblerait qu'on soit plutôt comme ça et plutôt comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai déjà un peu plus de dispersion que ce que nous dit le modèle gaussien. Donc, visiblement, on a plus de variance dans notre population que ce que donnerait le modèle gaussien. Et j'ai ce petit. On pourrait voir ça comme juste un décalage, okay, qui est le fait que je me décale un petit peu vers la gauche. Donc, ma moyenne semblerait. J'ai une distribution un petit peu asymétrique. Mais je le présenterai peut-être de manière un tout petit peu différente. Okay. L'impression que j'ai, si jamais je regarde les choses rapidement, c'est qu'en fait, j'ai peut-être potentiellement deux modes. D'accord, le deuxième est peut-être pas très prononcé, mais j'ai cette première distribution ici. Puis on voit apparaître ici quelque chose qui est une espèce d'autre mode. Donc ça, c'est classique des mélanges. Okay, quand vous avez un mélange de deux gaussiennes, vous devriez avoir deux belles gaussiennes. Alors si jamais elles sont très proches, les deux bosses sont de plus en plus confondus et on n'a plus de deux optimums. Okay, mais c'est ce que j'ai envie de tenter. Donc je vais tenter une distribution, un mélange gaussien. Okay, donc voilà ma densité de mon mélange gaussien. Donc cette fois-ci, j'ai un modèle à 5 paramètres. Okay, c'est exactement ce que je présentais juste avant. J'ai mon paramètre P. Ensuite, j'ai mes deux paramètres pour ma première loi normale et j'ai mes deux autres paramètres pour ma deuxième loi normale. Okay, donc c'est vraiment ce que je définis ici. Okay, puis je lui définis là ma log densité. Donc c'est tout simplement P1 multiplié par la distribution normale de paramètres mu1 sigma carré 1, et mon autre loi normale avec les probabilités 1 moins P et mu2 sigma carré. Okay, donc, j'utilise ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, deuxième possibilité de modèle, c'est de dire j'ai un mélange de deux gaussiennes. Okay, donc, comment je vais faire ça? Je vais faire mon optimisation sous contrainte. Okay, donc, j'écris ma grosse matrice de contraintes. Alors, la contrainte que je vais demander, alors j'ai le choix sur la contrainte. Je peux dire je veux que le premier groupe soit plus gros que le deuxième. Je veux qu'en moyenne, le premier groupe soit plus gros que le deuxième. Okay, le fait d'avoir des moyennes différentes va vous donner des distributions différentes. Je n'ai pas envie de faire d'hypothèse sur le sigma carré,
ok, parce que je pourrais très bien avoir des sigma carrés enfin, je pourrais avoir toutes sortes de choses. Mais disons que, comme je suis en train d'observer deux groupes qui sont visiblement un petit peu disjoints, j'ai envie de dire qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre en moyenne. Ok. Donc, c'est ce que j'ai rajouté ici. J'ai rajouté une contrainte. Et pardon, il me manque une valeur ici. Donc, je dois avoir, je pense, ici un 0. Ok. Euh, donc, ici, j'ai 4 parce que j'avais 4 contraintes. Ici, j'ai 5 parce que. Non, pardon, j'ai bien 4, c'est la bonne taille. Donc, j'ai bien 5 paramètres. Donc, j'ai besoin d'avoir 5 colonnes. Et j'ai 4 contraintes. Donc, les 4 contraintes que j'ai, je pense que je dois avoir le fait que ma proba doit être comprise entre 0 et 1. J'ai le fait que ma moyenne euh, est plus grande dans un groupe que dans l'autre. Et je ne sais pas ce que j'ai rajouté d'autre comme contrainte, mais peu importe. Quand je fais l'optimisation, alors je dois lui donner des valeurs initiales, je n'ai pas parlé de ça, mais je dois donner des valeurs initiales. Donc je suis parti d'1,60 m petit pour le premier, deuxième pour le grand. J'ai mis la même variance parce que je ne savais pas quoi mettre. Et il me donne les 5 valeurs du maximum de vraisemblance sous contrainte, qui est le maximum de vraisemblance dans mon modèle. Donc, ce qu'il me dit, c'est que le premier groupe contient 60% des individus. Okay, la moyenne, elle est à peu près à 1,65 m. Dans le deuxième groupe, donc il me reste à peu près 40% d'individus. Okay, je suis à 1,78 m et j'ai deux écarts types qui sont ici. Donc, ça nous donne les deux distributions normales qui sont les deux distributions normales qu'on voit apparaître en pointillé. D'accord. Donc, ici, j'avais mon premier groupe et ici, j'ai mon deuxième groupe. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ces groupes. Okay, il me dit juste, c'est possible que dans la population, en fait, il y ait deux sous-populations. Une sous-population de personnes qui sont un petit peu plus petites, okay, qui sont à peu près, on va dire, 13 cm plus petites que les autres, okay, et un deuxième groupe qui est potentiellement un petit peu plus grand. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'hétérogénéité qui n'est pas observée. Je ne sais pas ce que c'est que ce groupe, okay, mais j'ai un effet aléatoire. Le groupe est dispatché en deux, okay, un groupe de petits, un groupe de grands, mais je ne sais pas qui est dans quel groupe, okay, et je ne sais pas ce que ça reflète. Okay, donc ça, c'est fondamentalement ce qu'est un mélange. Un mélange, c'est le fait que vous pensez qu'il y a de l'hétérogénéité, mais vous ne pouvez pas l'observer. Donc je ne peux pas dire, je vais me mettre dans le premier groupe, je vais regarder leur distribution, je vais me mettre dans le deuxième, je vais regarder leur distribution, et après je colle les deux. Okay, donc ça, c'est ce qu'on pourrait utiliser si jamais on avait les variables. Or, ici, j'ai une variable qui peut m'intéresser. C'est que, donc je peux faire un modèle que j'appelle conditionnellement un gaussien. Okay, donc ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que je dois pouvoir le faire parce que j'ai une variable intéressante, c'est que j'ai le genre. Donc, je peux rajouter le fait qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. Il s'avère que dans ma population, en fait, j'ai l'information sur le genre. Okay. Dans ma base de données, il y a une variable sexe qui prend deux modalités F et M. Il s'avère que j'ai à peu près 60% de femmes. Okay. Et donc, ce que je vais juste dire, c'est je vais mettre une loi normale pour la taille des femmes, okay, qui, comme par hasard, fait un petit peu moins, aux alentours d'1,65 m. Okay, et la taille des hommes qui fait un petit peu moins d'1,80 m. Okay, donc je retrouve mes deux groupes en fait qui sont quasiment ceux qu'on avait évoqués tantôt et on peut observer sur le graphique de droite les deux distributions gaussiennes sous-jacentes. Okay, donc les deux nous racontent la même histoire, c'est rassurant. Okay, ce que je suis juste en train de dire, c'est que dans un cas, j'observe ma variable d'hétérogénéité, c'est le genre. Dans l'autre cas, je ne l'observais pas, mais il s'avère que mon modèle de mélange arrive à capturer cet effet et arrive quand même je ne vais pas dire à identifier les groupes, mais en tout cas à comprendre qu'effectivement, il y a deux groupes à l'intérieur de cette population. OK. Je vais arrêter là pour la notion d'identifiabilité, mais c'est vraiment un problème essentiel qu'on va avoir par la suite. Nous, on a la chance, on va pouvoir identifier les groupes, sauf dans certains cas. Et ça va être le cas quand on a très peu de variables explicatives, où il me reste de l'hétérogénéité, mes groupes ne sont pas homogènes, mais je n'ai pas suffisamment de variables pour pouvoir capturer cette hétérogénéité. Okay. Implicitement, c'est ce qu'on aurait si jamais j'essayais de modéliser la taille des maisons. Okay, si j'ai la taille, le prix des maisons. Si je veux trouver le prix de vente d'une maison et que j'ai juste sa taille et sa localisation, je me doute qu'il manque des informations. Okay, donc à l'intérieur, je vais peut-être avoir deux sous-groupes qui sont, par exemple, est-ce que c'est des maisons qui sont de plein pied, est-ce qu'elles sont des appartements, est-ce qu'ils sont au rez-de-chaussée ou est-ce qu'ils sont sur un étage supérieur. Peut-être que ça me donne deux groupes avec des prix complètement différents. Okay, pour des appartements. D'accord. Donc ça va être ce genre de choses qu'on va essayer de capturer, le fait qu'il y ait parfois de l'hétérogénéité, mais que je ne peux pas capturer parce que je n'ai pas accès aux données. Ou par exemple, si jamais, typiquement sur la population, supposons que pour des histoires de discrimination, tout ce que vous voulez, je n'ai pas collecté le genre dans ma base de données. Dans ces cas-là, je ne peux pas séparer la population en deux, même si fondamentalement, la variable qui m'intéresse est segmentée par cette variable de genre. D'accord. Donc si vous ne l'avez pas dans votre base, mais qu'elle a un impact, dans ces cas-là, on est vraiment sur des modèles de mélange. OK.
on met ça de côté. On va revenir un petit peu sur les propriétés des estimateurs. Donc, un estimateur, je vais revenir sur les principales propriétés. Donc, je l'appelle T ici. C'est ce qu'on appellera par la suite un θ chapeau. Okay. Donc, un estimateur, c'est fondamentalement une fonction de mes observations. Okay. Donc, ce T va être appelé un estimateur sans biais. Donc, on a une statistique qui est sans biais de l'estimateur θ si l'espérance de cette grandeur-là, donc grand T, je reviens sur des lettres essentiellement pour vous rappeler qu'on est sur des variables aléatoires. Okay. Donc, mon estimateur, je vais peut-être juste le réécrire ici. Un estimateur θ chapeau, ça va être normalement une fonction de mon échantillon. Okay. Donc, pense à la moyenne. Okay. La moyenne empirique, c'est tout simplement 1 sur n, la somme des xi. Okay. Pensez à la variance, c'est 1 sur n, ou 1 sur n moins 1, la somme des xi moins x bar à la 2. Okay. Là, je suis en train juste de vous dire, je le vois en tant que variable aléatoire. Pourquoi? Parce que je peux regarder h de x1, xn, où cette fois-ci, je remplace ces observations petit x1, petit xn par les variables aléatoires grand x1, grand xn. Donc, tout d'un coup, mon grand xn devient une variable aléatoire. Okay. Donc, je vois mon estimateur, cette fois-ci, comme une variable aléatoire. Donc, une propriété importante, et qui est une propriété théorique. Un estimateur, je ne peux pas regarder si mon estimateur, si je ne sais pas comment il est construit, je ne sais pas s'il est biaisé ou pas. D'accord. Donc, si jamais je vous dis que j'ai estimé la moyenne à 2,7, okay, je ne sais pas si cet estimateur est sans biais ou pas. C'est la manière dont on va l'estimer qui le rend biaisé ou pas. Okay. Alors, après, il y a des techniques, on ne sait pas si jamais l'estimateur est biaisé ou pas. Le maximum de vraisemblance, on ne sait pas s'il est biaisé ou pas. Okay. On sait qu'il est asymptotiquement sans biais. Donc, je vous renvoie à la capsule sur maximum de vraisemblance. On a montré que quand n tendait vers l'infini, le biais va tendre vers 0. Okay. Mais à distance finie, je ne sais pas comment ça se comporte. Dans certaines familles, on sait qu'il est sans biais. Dans la famille gaussienne, l'estimateur du maximum de vraisemblance de mu, il est sans biais. Dans le cas de la loi de Poisson, l'estimateur du maximum de vraisemblance de lambda, il est sans biais. D'accord. Mais il y a des familles pour lesquelles je ne sais pas si jamais j'ai un estimateur sans biais. Donc, ce que j'appellerais le biais, c'est tout simplement la différence entre l'espérance de t et de θ. Okay. Ça vaut 0 quand j'ai un estimateur sans biais. D'accord. Donc, ça, c'est une propriété très importante de nos estimateurs. Je vous ai parlé de la borne de Cramer-Rao. Quand vous êtes dans la classe des estimateurs sans biais, alors on peut montrer que ces estimateurs ont une variance minimale. Okay. Alors la variance, on la mentionne toujours comme étant une propriété importante de nos estimateurs, parce qu'effectivement, c'est la dispersion. C'est effectivement ce qui va être naturel quand vous avez des estimateurs sans biais, mais quand j'ai des estimateurs biaisés, la variance ne contient pas tout. Et donc, ce qu'on va plutôt regarder quand on a des estimateurs de manière générale, c'est le risque qu'on appelle le risque quadratique. Donc, le risque quadratique, c'est l'espérance de un t moins θ à la 2. Alors, ça nous fait penser à une variance, okay. Sauf qu'ici, θ n'est pas forcément l'espérance de t. C'est vrai si jamais j'ai un estimateur sans biais, mais de manière générale, θ n'est pas l'espérance de t. Donc, si jamais j'ai un estimateur biaisé, je peux remplacer, j'utilise une inégalité triangulaire et je vais récupérer deux composantes et on peut montrer en fait que le risque quadratique, c'est le biais au carré plus la variance de mon estimateur. D'accord. Donc, on retrouve le fait que si jamais j'ai un estimateur sans biais, le risque quadratique, c'est fondamentalement la variance. Donc, regarder la variance, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, Cramer-Rao nous disait, pour comparer, on sait que si j'ai deux estimateurs sans biais, la variance va être importante et je sais, je peux la minorer. Okay. Donc, on se contentait de regarder des variances. De manière générale, si jamais vous avez un estimateur sans biais, un estimateur biaisé, on aura un estimateur qui sera meilleur. Ce qu'on appelle meilleur, ça veut dire plus efficace. Okay. Donc, l'estimateur sera plus efficace si son risque quadratique est plus faible. Okay. Donc, ce sera quelque chose qui nous intéressera. Ce point-là réapparaîtra quand je parlerai un tout petit peu à un moment de la régression Ridge. J'en parle très peu parce qu'en fait, c'est essentiel. Je vais plutôt traiter cette partie-là dans le cours qui suit, c'est-à-dire ACT 6100 d'analyse des données, okay, qui contient une grande partie de modélisation supervisée et donc de construction de modèles. Okay. Dans le cours de modèle linéaire, on va essentiellement s'intéresser aux estimateurs sans biais. Okay. Il y a juste une petite partie sur la régression Ridge où on verra réapparaître ce problème du fait qu'on construit des estimateurs biaisés, mais qui peuvent être meilleurs au sens plus efficace parce qu'ils auront un risque plus faible. Okay. Donc, parmi les propriétés qui sont intéressantes, donc il y a cette propriété de sans biais, mais qui est fondamentalement ce qu'on appelle la distance finie, c'est-à-dire à une taille d'échantillon donné, peut-être 7 observations, dans ces cas-là, j'ai un estimateur qui est sans biais. Donc, ce qui nous intéresse, ça peut être éventuellement ce qui se passe quand on est sur des grandes valeurs, donc quand n va tendre à l'infini. Dans ces cas-là, on s'intéresse à ce qu'on appelle des propriétés asymptotiques. Okay. Donc, on a une propriété de convergence, donc le fait que Tn tende vers la vraie valeur. Okay. Un estimateur qui sera aussi asymptotiquement sans biais, je ne l'ai pas mis dans les slides, mais ça veut dire que le biais
va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Et la propriété la plus importante, c'est probablement celle-là qu'on avait déjà évoquée dans le cas du maximum de vraisemblance, parce que le maximum de vraisemblance construit des estimateurs qui sont asymptotiquement gaussiens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un n tend vers l'infini, la racine carrée de mon estimateur moins la vraie valeur va tendre vers une loi normale qui est centrée avec une certaine matrice de variance-covariance. Okay, de manière générale, je ne sais pas ce qu'est cette matrice de variance-covariance, qui pose des soucis. Il s'avère que dans le cas du maximum de vraisemblance, on sait très exactement ce que c'est que cette variance asymptotique. Okay, tous les slides que je vous fais sont inspirés du cours de STT1000, le cours de premier cours de stats. J'ai repris des éléments parce que je donne le cours à la session d'hiver, donc j'ai repris quelques slides juste pour m'assurer que toutes les bases sont posées. Je vous ai mis ici juste un slide qui revient sur les principales propriétés qu'on va demander à nos estimateurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, d'accord, mais on aura la propriété la plus importante dont on aura besoin, c'est le fait qu'on s'intéresse à des modèles pour lesquels les fonctions en θ, les densités en θ sont suffisamment dérivables pour pouvoir faire de l'optimisation par des calculs de dérivés. D'accord, c'est à peu près la seule chose importante dans ce slide. Après, c'est des choses techniques qu'on va demander. Mais voilà un peu les rappels que j'ai besoin de vous donner sur les estimateurs. Donc, gardez tout ça en tête. Okay, des estimateurs, on en construira, on se posera des questions sur leurs propriétés. On montrera qu'on construit des estimateurs qui sont efficaces, qui sont d'une certaine manière optimaux, okay, parce qu'on a toutes ces propriétés de StatMat. Okay, donc, la prochaine capsule sera autour de quelque chose d'un petit peu particulier. Donc là, on était dans la famille des modèles dits paramétriques, c'est-à-dire que je cherchais des informations sur mon θ. La prochaine capsule sera différente dans le sens où je vais vous faire une petite introduction aux non paramétriques qui va nous permettre d'estimer une distribution sans avoir à spécifier dans quelle famille elle est. Okay, donc, c'est des choses que vous connaissez un petit peu. On va reparler des histogrammes, on va parler de tous ces genres de choses qui vous permettent de voir un petit peu comment sont distribuées vos données sans jamais faire d'hypothèse de modèle, puisque faire un choix de modèle veut dire qu'on peut se tromper de modèle. Donc, c'est vraiment juste avoir un a priori sur la distribution. Donc, on ira un peu plus loin que l'histogramme dans cette section-là. Je vous en ai parlé un tout petit peu quand je vous ai montré la distribution des tailles, où j'avais fait une estimation. Il y avait une fonction qui s'appelait density de x. Donc, je vais vous présenter ce que c'est que cette fonction density qui vous permet de voir un petit peu comment vos observations sont distribuées. Okay, une fois qu'on aura fait ça, on pourra attaquer la partie sur les tests. Voilà, j'arrête pour cette capsule et puis on se retrouve dans celle juste après sur une petite introduction à la statistique non paramétrique. À très bientôt.